On m'a demandé que je fasse une présentation un peu sur la position de l'Espagne par rapport à la question du Sahara occidental, en faisant un peu un euh, parcours historique et en essayant de signaler un peu les éléments déterminants et les clés qui expliquent un peu et qui illustrent la position actuelle de l'Espagne par rapport à cette question. Comme disait Nicole, l'Espagne est un pays un peu particulier par rapport à cette question parce que nous avons des relations historiques coloniales et postcoloniales avec le Sahara occidental, ce qui entraîne une mémoire, des pratiques, des témoignages, des vivances, etc., etc. Et disons une approche très différente au reste des Européens et même des voisins. Je ne vais pas me prolonger trop sur disons, sur l'histoire, mais je vais signaler quelques éléments qu'on doit tenir un peu en compte pour comprendre exactement euh, les positions que les différents gouvernements espagnols et que d'autres acteurs non gouvernementaux en Espagne ont pris. Euh, En Espagne, il existe une espèce de, de mythe sur l'expérience coloniale. On a tous appris que l'Espagne a laissé d'être une puissance coloniale à la fin du 19e siècle lorsqu'elle a perdu, entre guillemets, ses colonies aux Caraïbes, Porto Rico et Cuba, et au Pacifique, les Philippines. Euh, En réalité, ce n'est pas réel parce que l'Espagne a recentré ses intérêts coloniaux vers son voisinage proche, qui était l'Afrique du Nord. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, l'Espagne développe des intérêts euh, sur ce qui est actuellement le nord du Maroc, mais aussi sur la côte de l'Afrique occidentale. Et c'est dans ce cadre où il faut un peu situer euh, l'origine de la question coloniale avec le Sahara occidental. Euh, la domination, la colonisation espagnole du Sahara occidental est très tardive et est très singulière. C'est-à-dire, c'est un cas un peu étrange, particulier, non? Et ça ne répond pas, disons, aux mêmes logiques que d'autres dominations coloniales. C'est essentiellement un intérêt qui est provoqué dans une certaine manière par le jeu colonial européen. L'obsession espagnole à la fin du 19e siècle, c'était éviter qu'une autre puissance européenne s'installe en Afrique occidentale en face des îles Canaries. Et pour protéger les îles Canaries, qui étaient un territoire stratégique pour l'État espagnol, euh, on commence les premières missions d'exploration géographique et puis les premières incursions, disons, militaires qui sont la base de l'expérience coloniale. Et cela a lieu aux alentours de 1883-84, juste à l'aube de la conférence de Berlin, où les Européens se divisent le continent africain. C'est-à-dire, c'est une démarche qui a lieu surtout pour éviter que d'autres se positionnent et puissent entrer en compétition avec l'Espagne face aux îles Canaries. C'est donc tardif, c'est donc conditionné par ce jeu colonial international. Et puis, c'est une colonisation qui ne commence que beaucoup plus tard, parce que formellement, c'est un territoire qui est sous l'autorité ou qui est reconnu comme, disons, qui est reconnu comme un territoire de l'Espagne, mais ce n'est que très avancé le XXe siècle que l'Espagne réellement investit pour organiser, coloniser le territoire. Et cela par
parce que c'est un territoire qui a peu de population, qui est un territoire désertique et qui originellement n'avait qu'une valeur de caractère géostratégique, mais pas économique, au moins disons en excluant la question de la pêche à cette époque, mais qui n'était pas excessivement importante. Si on tient compte de cela par rapport à l'histoire de l'Espagne, cela veut dire que l'Espagne commence réellement à développer la colonie, ou le territoire colonial du Sahara occidental, à un moment où elle-même est en train de subir, disons, un moment historique très particulier. C'est la guerre civile et 40 années ou presque 4 décennies de dictature. C'est-à-dire c'est une colonisation de fait qui a lieu dans un cadre aussi dictatorial en Espagne. Bon, cela va, disons, ça entraîne une expérience coloniale très, très particulière parce que c'est surtout une expérience coloniale très militaire. Il y a très peu de population civile, il y a quelques marchands, quelques fonctionnaires, quelques pêcheurs, mais c'est essentiellement des militaires qui sont envoyés sur le territoire. Et ça se fait dans un cadre, disons, d'une certaine distance de ce qui se passe en Espagne. En Espagne, on n'était pas à cette époque excessivement conscient de ce qui se passait dans ce territoire. C'était la dictature. Il y a eu même des périodes où il était même défendu de parler de ce qui se passait dans ces colonies. Mais c'était une colonie réelle, où il y avait discrimination, où il y avait un certain consentiment de pratiques qui n'étaient pas acceptables en Europe. Par exemple, l'esclavage, jusqu'à très tard. Ce n'était pas un esclavage légal, mais c'était un esclavage consenti, où il y avait aussi de la répression, une répression depuis le début de la présence européenne et espagnole, une répression aussi bien face à la résistance des communautés tribales comme les résistances modernes plus tard, dans les années finales des années 60 et puis avec le Front Polisario. Et c'est une colonisation qui va contribuer bien sûr à changer la société sahraoui, qui va forcer sa sédentarisation, son urbanisation, etc. L'Espagne était exclue à cette époque de la communauté des nations. C'était un régime qui avait eu une proximité avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Donc, elle n'est pas invitée à participer à la fondation des Nations Unies. L'Espagne entrera aux Nations Unies en 1955, c'est-à-dire 10 ans après. Durant toute cette époque, l'Espagne a été d'une certaine manière bannie des activités de la communauté internationale. Et lorsque, pour des raisons liées à la guerre froide, l'Espagne est admise aux Nations Unies, elle est consciente que la question coloniale est un problème. Parce que être membre des Nations Unies signifie aussi s'engager à se débarrasser des colonies, à laisser que les peuples colonisés s'autodéterminent, etc. Donc, la gestion de la question coloniale au Sahara occidental va être très marquée par cette pression internationale. Depuis la moitié des années 50, c'est-à-dire juste lorsque l'effort ou l'entreprise coloniale commence à avoir un peu de densité, il y a cette obligation de gérer la décolonisation. La première approche que l'Espagne fait de ces obligations de décolonisation est la même que vont faire le Portugal et qu'avait fait la France, etc. C'est dire, en réalité, ce ne sont pas des colonies, c'est une partie de l'État, d'outre-mer, etc. En Espagne, c'est 1958, la loi de provincialisation. Le régime convertit le Sahara occidental en la province numéro 53 du pays.
Et moi encore, à l'école primaire, j'ai étudié que le Sahara occidental, c'est une province d'Espagne, comme d'autres. C'était le discours, Madrid, Barcelone, le Pays Basque, etc. Le Sahara occidental et la Guinée équatoriale étaient des provinces espagnoles égales. Bien sûr, les Nations unies n'ont pas accepté cette stratégie, et dans les années 60, après la résolution 1514, que l'Espagne n'a pas voté parce qu'elle s'est abstenue à l'Assemblée générale, elle s'est vue obligée à présenter des rapports, à la commission de décolonisation et admettre que la communauté internationale exigeait un processus d'autodétermination pour ce territoire non autonome. Là, il y a une différence par rapport au Portugal. Je crois que Pedro le commentait l'autre jour. L'Espagne présentait des rapports et depuis très tôt, elle a commencé à admettre que lorsque la population autochtone soit prête, elle s'engagerait à mettre en marche un processus d'autodétermination. C'était dans les années 60, mais ça ne va pas à être définitif jusqu'à la fin des années 60, début des années 60, 70. Fruit des pressions internationales. Puis, il y a une question aussi très intéressante déjà à ce moment-là, c'est qu'à l'intérieur du régime franquiste, il y a deux approches différentes. C'est-à-dire, même si c'est un régime autoritaire, une dictature, il y avait des positions différentes par rapport à la question coloniale. Il y avait un secteur, surtout autour du ministère de la Présidence de l'amiral Carrero Blanco, qui était un peu le représentant de cette approche coloniale, africaniste, qui voyait le Sahara occidental comme une garantie à la sécurité des îles Canaries, qui ne voulait pas se défaire du territoire, et donc qui va représenter toutes les stratégies de conservation du territoire. Et il y avait une partie, disons, plus proche à l'orthodoxie du droit international. Surtout, c'était les diplomates, les réformateurs de l'intérieur du régime, certains secteurs économiques qui comprenaient que l'Espagne devrait un jour ou un autre sortir du territoire. Et bon, on pourrait imaginer en tout cas un futur d'indépendance du Sahara occidental, mais avec une relation spéciale par rapport à l'Espagne. Ces deux approches vont être présentes et vont expliquer d'une certaine manière la frustration et disons le fracas de la sortie de l'Espagne en 1975-76. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que la plupart des participants, je crois, qu'ils connaissent ces événements, mais l'Espagne s'engage à organiser un référendum en 73. Elle prend des mesures, entre autres l'élaboration d'un recensement électoral. Cette dynamique est frustrée par la stratégie marocaine de convaincre l'Assemblée générale pour que soit demandé un avis légal à la Cour internationale de justice. Cela paralyse le calendrier du référendum. Il y a une accélération très rapide des événements sur le territoire à la fin de l'année 74, le début 75, et cela coïncide en plus avec un moment d'extrême fragilité du système politique espagnol parce que le dictateur est en train de mourir et on ne sait pas trop bien qu'est-ce qui va se passer, qui va prendre la relève, s'il va avoir un franquisme soft franco ou il va avoir une réforme politique rapide. Il y a le syndrome aussi du Portugal, le rôle que peut jouer l'armée, le rôle des colonies aussi dans toute cette histoire. Et le fait, c'est que en octobre 95, la Cour émet son avis. Un jour avant, l'Assemblée générale aussi reçoit le rapport final d'une mission de visite qui avait constaté
qui avait constaté que la grande majorité de la population du Sahara occidental était pour l'indépendance. Et c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'avis de la Cour internationale de justice, mais on parle beaucoup moins du rapport de la mission qui a visité le territoire et qui est très intéressante et qui s'est publié presque dans les mêmes dates. Cela provoque la réaction du Maroc qui avait préparé la marche verte et avant que le dictateur meure, le gouvernement espagnol abandonne ses compromis de mener le processus d'autodétermination et accorde avec la Mauritanie et avec le Maroc le fameux traité ou accord de Madrid du 14 novembre. Non? 6 jours après, le dictateur meurt. Et bien sûr, l'Espagne est beaucoup plus centrée sur ses problèmes politiques intérieurs que sur la question coloniale. Durant 7 mois, jusqu'au mois de juillet de 1976, il va avoir un gouvernement, disons, de continuité franquiste. Et la réforme démocratique ne va commencer que très timidement dans les derniers mois de l'année 76 et postérieure. C'est-à-dire, il faut situer cet abandon, cette sortie totalement anormale du Sahara occidental dans ce contexte complexe. Non? La question, c'est, depuis la transition démocratique espagnole, est-ce qu'il y a eu des grands changements sur l'approche que les différents gouvernements espagnols ont eu par rapport au Sahara occidental? Est-ce qu'il y a donc plus d'éléments constants ou il y a des positions, disons, de rupture, de changement en fonction d'un gouvernement ou d'un autre? Non, ça, c'est je crois, la question fondamentale que je vais essayer de répondre. Bon, en premier lieu, il faut tenir compte que l'Espagne a dans le Maghreb une de ses priorités en matière de politique extérieure. C'est sûrement un des pays de l'Union européenne, ou de l'Europe en général, qui a plus d'intérêt sur le Maghreb, pour une question évidente, historique, géographique, qui est, disons, qui est normale en fonction de la configuration de l'Espagne. C'est le seul pays qui a des territoires dans le continent africain, qui a une frontière physique avec un pays maghrébin. Les enclaves espagnoles en Afrique du Nord ont une frontière terrestre physique avec le Maroc. L'archipel des îles Canaries est dans le continent africain et en face des côtes du Sahara occidental et du sud du Maroc. Donc, il faut comprendre que pour l'Espagne, tout ce qui touche le Maghreb est stratégique, prioritaire dans sa politique extérieure. Au fait, déjà dans l'époque de Franco, lorsqu'on fixe les grands axes de la politique extérieure, qui n'ont pas beaucoup changé jusqu'à présent, c'est bien sûr l'Europe, c'est la coopération atlantique avec les États-Unis, etc., le bloc occidental, mais c'est aussi l'Amérique latine pour des raisons historiques et culturelles, et c'est la Méditerranée et en particulier le Maghreb occidental. Donc, pour l'Espagne, il faut comprendre que pour l'Espagne, développer une politique extérieure active signifie développer aussi un chapitre très important qui est le Maghreb, qui est une de ses priorités en politique extérieure. Mais au Maghreb, il y a différents acteurs étatiques et les relations avec chacun d'entre eux sont assez différentes. Par exemple, il y a une communauté de migrants marocains, mais la communauté de migrants algériens est réduite en Espagne. Les relations économiques sont aussi très différentes entre le Maroc et l'Espagne et l'Algérie et l'Espagne.
dans le cas de l'Algérie, c'est très centré sur l'énergie, les hydrocarbures, tandis que par rapport au Maroc, c'est très diversifié, ça touche beaucoup de secteurs, ça implique beaucoup d'acteurs différents, etc. Avec le Maroc, il y a des problèmes historiques. Entre autres, le Maroc considère qu'il y a certains territoires, les enclaves espagnoles sur la côte de la Méditerranée, qui sont des territoires qui doivent être rétrocédés au Maroc, qui font part, dans le discours marocain, de l'expansion coloniale européenne, espagnole en particulier, même si ces enclaves sont des territoires sous contrôle espagnol depuis le Moyen Âge. C'est pas récent, hein. C'est depuis le XVe siècle, le XIVe, XVe et XVIe siècle. Bon, donc c'est une priorité, mais qui a beaucoup de facettes et d'éléments différents. Par rapport au Sahara occidental, je peux commencer en affirmant qu'il y a surtout des constantes. Même s'il y a eu des gouvernements de centre, disons de franquisme réformateur dans les années 60, fin des années 70, début des années 80, socialistes, puis conservateur, puis à nouveau socialiste, puis à nouveau conservateur et actuellement avec un gouvernement de coalition de socialistes et de gauche, il y a sur la question du Sahara occidental une approche qui est dominée par des constantes, par des éléments qu'on retrouve d'une manière permanente. Je vais les signaler et puis j'entrerai dans le détail de certains moments de l'histoire récente espagnole. La première constante, c'est que depuis très tôt, les gouvernements disons les différents gouvernements de la transition et de la période démocratique ont pris distance par rapport à ce qu'avait fait le gouvernement franquiste en 1975. C'est-à-dire, il n'y a aucun gouvernement espagnol depuis cette époque qui accepte ou qui, disons, revendique ou qui défend ce qui a été fait en novembre 1975. Mais cela ne veut pas dire que les accords soient dénoncés. Un accord peut être annulé, peut être dénoncé, peut être invalidé si une des parties prend cette décision politique. Ce geste n'a pas été fait par aucun des gouvernements. C'est-à-dire, on ne se reconnaît pas, on prend distance, on critique, mais on ne dénonce pas. Ça touche à différentes questions parce que ce sont des accords qui n'ont pas été réguliers, qui n'ont pas été même déposés aux Nations Unies, etc. La deuxième constante, c'est que aucun gouvernement, indépendamment qu'ils aient eu des approches plus ouvertes ou plus distantes par rapport aux revendications sahraouies, aucun gouvernement, même pas l'actuel, a pris une position de reconnaissance de la légitimité du Front Polisario comme interlocuteur et surtout de la République arabe sahraoui démocratique. L'Espagne n'a jamais reconnu et ne reconnaît pas la RAST. La troisième constante, c'est que tous les gouvernements, d'une manière formelle et rhétorique, disons, acceptent et défendent la position des Nations Unies et du droit international en reconnaissant le droit à l'autodétermination de la population sahraoui. Ils ne reconnaissent pas l'annexion, donc ils ne développent pas des activités en principe diplomatiques qui touchent ce territoire. La position officielle espagnole, c'est que au sud du parallèle qui fait la frontière entre l'ancien Sahara occidental espagnol et l'État du Maroc, il y a une entité différente, mais qui n'est pas le Maroc. Qui n'est pas le Maroc. Il n'y a pas de reconnaissance de l'annexion. Une autre constante, c'est que toutes les approches qui ont été faites à la question du Sahara occidental depuis la fin des années 70 soumettent la question du Sahara occidental aux relations
bilatérale entre l'Espagne et ses voisins. C'est-à-dire, il y a une espèce de dissolution ou de margination de la question du Sahara occidental en elle-même, et elle est traitée en fonction des intérêts majeurs qui sont les relations bilatérales avec le Maroc, avec l'Algérie ou avec d'autres acteurs. C'est-à-dire, on va trouver une attitude de réalisme politique, de réel politique, non, qui marque toutes les approches par rapport au Sahara occidental. Euh, une autre caractéristique que l'on retrouve jusqu'à présent, c'est un espèce de diplomatie ou de jonglage, non, de prétention de relations équilibrées, d'équidistance, non, continue entre les relations entre l'Espagne et le Maroc, l'Algérie et les Sahraouis de manière collatérale, non? Et tout cela va marquer un type d'approche qui est très réactive, qui est très peu engagée, qui est très peu propositive, non, qui est terriblement conditionnée par les intérêts durs qui existent entre l'Espagne et ses voisins du Sud, intérêts économiques, intérêts de sécurité, intérêts de caractère géostratégique et d'ordre public, de police, etc., comme peuvent être les questions de traite de personnes, terrorisme, etc. Bon, cela, bien sûr, a une traduction. Le comportement de l'Espagne aux Nations Unies, à l'Union européenne, dans le bilatéral, etc., sont marqués par ces constantes. Non, par exemple, l'approche ou l'attitude de l'Espagne aux Nations Unies est caractérisée par, disons, un traitement très timide, une très grande frilosité sur tout ce qui touche le Sahara occidental. C'est très déclaratif. Dans la plupart des discours du chef de l'État ou du Premier ministre lorsqu'il participe à l'Assemblée générale, durant longtemps, il y a eu des mentions ponctuelles au Sahara occidental en rappelant le soutien de l'Espagne aux positions des Nations Unies, etc. Mais dans un cadre très, très limité. Et dans ces dernières années, on ne fait même pas mention à la question. L'attitude de l'Espagne est plutôt d'observateur ou, à partir des années 90, de soutien, d'alliés, non, au plan de règlement de l'Assemblée. Comme vous savez, l'Espagne fait partie du groupe des amis du secrétaire général sur la question du Sahara occidental. Elle contribue aux activités de l'envoyé personnel du secrétaire général. Il lui donne même le soutien logistique, c'est-à-dire le représentant personnel se déplace dans la région avec un avion espagnol, avec une équipe de logistique. C'est-à-dire l'Espagne essaye d'être présente, mais d'une manière très timide et surtout en essayant d'éviter qu'elle soit perçue comme une des parties qui peut avoir une volonté d'intervention. À l'Union européenne, l'Espagne est totalement silencieuse sur la question du Sahara occidental. Elle ne veut pas choquer avec d'autres acteurs qui ont clairement une position pro-marocaine. Mais le plus grave, c'est qu'à l'Union européenne, l'Espagne joue un rôle plutôt d'allié, de soutien du Maroc dans d'autres domaines, la coopération économique, la gestion des migrations, etc. Et l'Espagne n'a jamais voulu européiser la question du Sahara occidental, sachant qu'il n'y a pas consensus, et donc qu'elle serait obligée, disons, à mener une lutte beaucoup plus compliquée, non, de mettre cela dans l'agenda européen. Elle aurait pu essayer
de faire quelque chose de différent, mais elle a totalement renoncé en Europe. Au contraire, comme j'expliquerai plus tard, elle collabore même à fragiliser, le cadre légal lorsqu'elle participe dans le recours, par exemple, de certaines décisions du tribunal de justice de l'Union européenne sur l'application des accords avec le Maroc, etc. Si c'est cette attitude qu'on peut trouver de l'Espagne aux Nations Unies et à l'Union européenne, dans le bilatéral, comme j'ai déjà dit, il n'y a jamais eu une reconnaissance formelle de la RAST. On consent la présence d'une délégation du Front Polisario dans le pays, avec ses représentations dans les différentes régions, qui est très visible, mais qui n'a pas un statut de reconnaissance diplomatique, c'est simplement un consentiment de son activité. Mais lorsqu'il y a eu des moments, disons, de tension, l'Espagne a pris des décisions parfois d'expulser. Dans les années 80, la délégation du Front Polisario a dû fermer ses portes en Espagne parce qu'il y avait eu des affrontements, c'est pas des affrontements, il y avait eu des pêcheurs espagnols qui avaient été attaqués lors de la guerre parce qu'ils étaient illégalement en train de pêcher dans les eaux des îles Canaries. L'approche bilatérale principale que l'Espagne a développée, surtout à partir de la fin des années 80 jusqu'à présent, est de caractère humanitaire. C'est-à-dire, l'État espagnol a considéré que l'approche la moins coûteuse, la plus acceptable, était de se focaliser sur l'humanitaire. Et l'Espagne est, après l'Algérie et après l'Union européenne, le principal donateur d'aide humanitaire, soit direct, soit à travers des organismes internationaux, soit à travers des ONG, de la population au sud-est de l'Algérie. Et c'est, disons, le gros de l'intervention bilatérale. Je ne vais pas entrer dans le détail, disons, de comment cette politique s'est concrétisée dans les années 70, 80 avec les socialistes, 90 avec les conservateurs jusqu'à présent. En tout cas, si c'est nécessaire, on peut retourner sur cette question, mais je vais signaler simplement quelques éléments. Lorsqu'une force politique arrive au gouvernement, normalement, elle change sa position sur le Sahara occidental. Lorsqu'elle est à l'opposition, elle utilise le Sahara occidental dans sa guerre avec le gouvernement. C'est le cas, par exemple, du Parti socialiste à la fin des années 70, début des années 80, lorsque le Parti socialiste avait un discours pour l'autodétermination et pour le droit des Sahraouis à décider par eux-mêmes. Au moment où ils arrivent au gouvernement, ils appliquent ce principe de la realpolitik et soumettent toute approche au Sahara occidental aux intérêts durs qui sont les intérêts avec le Maroc et l'Algérie et surtout le jeu d'équilibre avec les deux. Lorsque les socialistes sont au pouvoir, la droite utilise la question du Sahara occidental pour exiger ce que le gouvernement ne fait pas. Une fois que les conservateurs arrivent au gouvernement, le Parti socialiste utilise la question du Sahara occidental pour exposer des positions différentes ou pour lui exiger un compromis plus fort. Non, on verra ça lors de la période Aznar, par exemple, José María Aznar, qui a été chef du gouvernement entre 1996 et 2004, conservateur, qui a eu une approche à la question sahraoui très instrumentalisée. Ce n'est pas un défenseur de l'autodétermination du Sahara occidental.
c'est un néoconservateur qui a utilisé la question du Sahara occidental pour ses intérêts surtout de diplomatie économique avec l'Algérie, d'affirmation aussi d'un certain nationalisme espagnol par rapport au Maroc, et qui a joué, disons, cette carte lorsqu'il a été au gouvernement. Une fois que les conservateurs ont perdu le gouvernement et c'est les socialistes qui reviennent, on va trouver les conservateurs avec un discours à nouveau très sahraoui ou très proche au sahraoui pour faire la guerre au gouvernement. Et on retrouve cette histoire actuellement. Exactement, c'est la même chose. Certains acteurs politiques voient dans ce gouvernement actuel socialiste et de gauche comme un gouvernement qui doit être critiqué sur la question du Sahara occidental. Non? Bon, la relation de l'Espagne avec le Maroc est nécessaire. C'est un voisin, de la même façon que dans son ordre de priorité en matière d'action extérieure, les relations avec le Portugal, avec la France sont prioritaires pour l'Espagne. Ses relations avec le Maroc et avec l'Algérie, qui sont ses voisins du Sud, sont nécessaires, sont incontournables. N'importe quel gouvernement doit trouver une formule de collaboration, de coexistence. Mais dans le cas du Maroc, nous nous trouvons avec une espèce de voisinage mal assorti. C'est une relation compliquée. Ce n'est pas exclusivement à cause de la question du Sahara occidental. C'est un cumul d'éléments qui s'entrechèvrent entre eux et qui a évolué avec le temps parce que les acteurs, l'importance de certains intérêts ont changé avec le temps. Il faut tenir compte que durant très longtemps, depuis la période de la dictature jusqu'à bien avancer la période démocratique en Espagne, le principal risque de sécurité pour l'Espagne était perçu vers le sud. C'était le Maroc. C'est-à-dire, on n'imaginait pas un risque de caractère sécuritaire, militaire, qui puisse venir du Portugal, de la Méditerranée, bien sûr pas de la France. C'était du sud et particulièrement du Maroc. Non? Donc, il y a eu, durant très longtemps, une approche de caractère sécuritaire très, très importante. Et pourquoi? Parce que le Maroc a demandé, a revendiqué durant très longtemps que la colonisation n'était pas conclue, que ce n'était pas seulement une question d'évolution de l'enclave de Sidi Ifni, de la zone sud du protectorat, de l'espace du Sahara occidental. Il y a aussi la présence de certains enclaves espagnols au nord de l'Afrique qui sont toujours revendiqués comme partie du territoire marocain. Il y a aussi toute une série de disputes qui touchent d'autres domaines, mais ce qui est intéressant en tout cas de voir, c'est que avec le temps, l'Espagne a désécurisé cette approche vers le Maroc et a essayé d'éviter l'affrontement, les chocs récurrents qui ont caractérisé les relations entre le Maroc et l'Espagne. Les chercheurs ou les observateurs qui suivent un peu les relations entre le Maroc et l'Espagne appellent ces relations syncopées, c'est-à-dire il y a une espèce de rythme qui est interrompu de manière régulière par certains aspects. Les frontières, les déclarations d'un ou d'autre, les intérêts économiques. C'est une relation, disons,
ordre de scie complexe qui, avec le temps, a voulu être d'une certaine manière apaisé. Et la stratégie espagnole a donc été essayer d'éviter la confrontation, les chocs récurrents. Et cela de deux manières. De deux manières. La première, c'est de créer beaucoup d'intérêts communs, c'est-à-dire investir, augmenter les relations économiques, augmenter les relations de caractère culturel, c'est-à-dire créer ce que certains ont appelé un matelas d'intérêts communs entre les deux pays. La deuxième stratégie a été de développer une certaine approche de consentiment, de relations amicales, de compréhension, mais elle a dérivé en une relation malsaine où l'Espagne permet des positions parfois provocatrices et de chantage. Et je vais m'expliquer. Par exemple, l'Espagne, n'importe quel chef de gouvernement qui a été élu en Espagne, son premier voyage officiel en dehors de l'Union européenne, c'est toujours le Maroc. Toujours le Maroc. Ce n'est pas l'Amérique latine, c'est le Maroc. C'est un geste politique fort. C'est pour démontrer que l'Espagne a un spécial intérêt à cultiver des relations particulières. En 30 ans, la première fois que cela n'a pas été fait, ça a été avec ce gouvernement-ci, mais non pas parce qu'il n'avait pas intérêt de le faire, sinon parce que le roi était en vacances et il n'a pas trouvé un moment dans son agenda pour recevoir le Premier ministre espagnol. Et donc, le Premier ministre espagnol, il était déjà un petit peu fatigué d'attendre d'avoir un moment pour être reçu par le roi du Maroc. Le roi du Maroc n'a pas prêté attention. Donc, mais c'est la première fois dans plus de 30 ans. Ce sont des gestes de ce genre. Par exemple, l'Espagne se présente à l'Union européenne comme un des principaux défenseurs du statut spécial, du statut avancé que le Maroc a obtenu dans ses relations contractuelles avec Bruxelles. Il y a des gestes qui existent aussi, par exemple avec la France, etc., de reconnaissance, de médailles, il y a une relation apparemment spéciale entre les deux chefs de l'État, etc., etc. Non mais cela, parfois, ça déborde un peu. Ça déborde et ça permet un certain type de relation où le Maroc provoque, et spécialement sur la question du Sahara occidental. Un exemple, sachant la position délicate de l'Espagne par rapport à la question du Sahara occidental, il y a quelques années, le Maroc a désigné un ambassadeur à Madrid qui était un Sahraoui qui a déserté du Front Polisario. Bon, admettre un ambassadeur de ce type qui n'était pas diplomate et en plus qui représentait clairement un type de figure très particulier sur la question du Sahara occidental était une provocation. Et au fait, les 2 années ou 3 années que l'ambassadeur a été au poste à Madrid, il n'a rien fait parce que il était bloqué par précisément ce jeu. Non, le Sahara occidental, dans cette dynamique de relations un petit peu de voisinage mal assorti, sont clairement un obstacle, une pierre d'achoppement, parce qu'elles touchent et elles mettent parfois en danger ces relations stratégiques entre l'Espagne et le Maroc. Et la question du Sahara occidental, parfois, a la capacité, disons, de bloquer ou de tétaniser l'action extérieure de l'Espagne par rapport au Maroc, même si ça ne se dit pas, ouvertement. Non dans des moments très précis de tension, on l'a vu lors des décisions du tribunal de justice de l'Union européenne ces dernières années,
Euh, on le voit par exemple dans la gestion de certaines affaires qui touchent le Maroc et l'Espagne. Un exemple, comme vous savez, les États établissent leurs frontières terrestres et maritimes en coopération avec les voisins, c'est-à-dire deux États fixent des limites, leurs frontières terrestres à travers un traité et à travers une commission, etc. etc. L'Espagne a résolu la plupart de ses frontières, aussi bien terrestres comme maritimes, avec tous ses voisins, avec la France, le Portugal, Andorre, non? Même avec l'Italie, qui a des frontières maritimes avec l'Espagne. Mais le gros problème que l'Espagne a du point de vue des frontières, c'est avec le Maroc. Non seulement parce que le Maroc ne veut pas fixer des frontières autour des enclaves de Ceuta et Melilla, il revendique la rétrocession. Non, mais c'est plus grave. Le Maroc veut discuter les frontières maritimes entre l'Espagne et le Maroc dans le canal des îles Canaries, mais en incluant les eaux du Sahara occidental. C'est-à-dire, le Sahara occidental se convertit en l'obstacle d'une démarche qui devrait être normale et naturelle entre deux voisins. C'est-à-dire, dans l'actualité, l'espace maritime qui existe entre les îles Canaries et le Maroc n'est pas délimité. Si, par exemple, l'Espagne ou le Maroc voulaient attribuer des permis de forage ou d'exploration pétrolière, etc., comme ça a été le cas, ça se fait dans un cadre, disons, de non-définition juridique parce qu'il n'y a pas de traité qui délimite. Et pourquoi? Parce que le Maroc veut s'asseoir à la table, mais pour discuter aussi les eaux qui sont au sud. Et donc, l'Espagne se voit bloquée parce qu'elle ne peut pas faire cela et ça entraîne des situations de ce type. Non? La primauté de cette approche de réalisme politique ou de réel politique entre l'Espagne et la question du Sahara a différentes dimensions. Quels sont réellement les intérêts durs qui empêchent que l'Espagne puisse, disons, avoir un comportement cohérent, indépendant, etc. Avec le temps, les intérêts économiques ont pris une valeur très particulière. La question économique n'était pas présente au début de la colonie. Lorsqu'on a découvert les phosphates et surtout lorsqu'on a commencé à les exploiter dans les années 60, ça a provoqué l'intérêt de certains groupes, certains lobbies qui vont être très déterminants lors de la sortie de l'Espagne. Ça va se convertir dans un élément très important de l'occupation. La question économique est très présente dans l'approche espagnole des relations avec le Sahara occidental et avec le Maroc. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. On oublie, par exemple, que l'Espagne a maintenu une partie de la propriété sur les phosphates du Sahara occidental jusqu'à très tard. C'est-à-dire, l'Espagne a abandonné le territoire, mais l'Espagne était copropriétaire, a été copropriétaire jusqu'à les années 2000 et quelques des gisements de phosphate du Sahara occidental. C'était les entreprises publiques espagnoles qui possédaient ces participations dans l'entreprise qui avait été absorbée par l'Office chérifien des phosphates, mais jusqu'à très tard, jusqu'à les années 2000. Il faut tenir aussi compte que dans les annexes des accords de Madrid, il y a des garanties pour continuer à pouvoir pêcher dans la région. Donc, la question économique est très présente. Mais actuellement, cette réelle politique, elle est très marquée par l'importance économique qu'a le Maroc pour l'Espagne.
actuellement, le premier hum, euh, partenaire, le premier partenaire commercial du Maroc n'est plus la France, c'est l'Espagne. Hmm. Et dans l'ensemble de ces partenaires économiques, euh, euh, le Maroc est entre les plus importants. Ce n'est pas le plus important, bien sûr, ce sont des partenaires européens pour l'Espagne, mais euh, c'est un partenaire très important. Mais ce n'est pas le premier au Maghreb. Les relations commerciales, surtout énergétiques avec l'Algérie, positionnent l'Algérie par devant le Maroc en matière d'échanges commerciaux de tout genre. Non. L'importance du Maroc est commerciale. Elle se donne aussi en matière d'investissement direct. Les investissements directs dans différents secteurs au Maroc sont très importants euh, pour l'économie espagnole et pour l'économie marocaine. De caractère énergétique aussi, l'Espagne est connectée avec le Maroc euh, et c'est très important pour les deux pays. Il y a des secteurs qui touchent spécialement le Sahara occidental, comme la pêche, mais qui, au niveau de volume, ne sont pas si importants que ça. C'est vrai que pour le secteur de la pêche en Andalousie, par exemple, et en mesure mineure pour d'autres régions, les bancs du Sahara occidental sont importants, mais globalement, ce n'est pas fondamental. Hum, Pour, pour l'Espagne, conserver ce rôle central de partenaire économique du Maghreb et donc d'avoir un levier, non, dans ce matelas d'intérêts communs, dans ces relations bilatérales est très important d'être maintenu. Et au fait, euh, les seules mentions que l'on fait normalement au Sahara occidental, c'est que c'est la cause ou l'obstacle principal du non-Maghreb qui a un coût économique important, etc. Et on retrouve beaucoup de groupes de pression de caractère économique qui sont ouvertement pro-marocains parce qu'ils défendent cette position. Cette position. Le deuxième élément de la réelle politique, je vais terminer rapidement pour avoir du temps pour le débat, est de caractère sécuritaire. Bien sûr, euh, comme n'importe quel pays, l'Espagne a intérêt que ses voisins ne soient pas une source de risque et qu'ils collaborent, qu'ils soient coopératifs en matière de sécurité. Et cela passe par qu'ils soient des voisins stables. Cette, cette obsession avec la stabilité du Maghreb et particulièrement du Maroc comme garantie sécuritaire pour l'Espagne est un élément permanent dans le discours des responsables espagnols. On veut des voisins qui ne soient pas une source de risque sécuritaire, qui soient capables de contrôler les risques et surtout, dans les dernières années, qui soient la frontière avancée face aux risques qui viennent du sud, du Sahel. Actuellement, dans la stratégie nationale de sécurité espagnole, les risques ne sont plus le Maghreb. Ce sont les voisins au sud du Maghreb. Et donc, le Maghreb a une fonction de frontière avancée, non, de contention. Donc, l'intérêt de la stabilité. Et ce discours qui a été présent depuis longtemps, actuellement, est le centre de ceux qui défendent les positions du Maroc par rapport à la question du Sahara occidental. Non. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce sont des secteurs en plus qui se prêtent à répéter des consignes totalement mensongères qui font d'un futur, non, de la réalité actuelle du Sahara occidental, des zones libérées ou des campements, comme des sources d'instabilité ou de risques de caractère terroriste, et qui, dans le futur, pourraient être un État fragile, etc., qui casserait cette stabilité.
La troisième raison de cette approche de realpolitik est celle de policière. Non, ce sont les questions policières, la coopération en matière de drogue, de terrorisme et la gestion migratoire, c'est-à-dire le trafic des personnes. Comme n'importe quel pays, bien sûr, l'Espagne a intérêt à avoir une coopération profonde avec ses voisins dans tous ces éléments. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'intérêt est utilisé par le Maroc d'une manière un peu abusive. On en fait un chantage. Et on l'a vu lors, par exemple, de la décision du tribunal de justice de l'Union européenne, lorsque certaines autorités marocaines ont dit clairement on peut modifier notre collaboration en matière de police ou en matière de migration si l'Union européenne prend une position particulière. Et cette menace était clairement dirigée à l'Espagne parce qu'il faut gérer des frontières, il faut gérer l'étroit de Gibraltar qui est un point extrêmement sensible. Et dans le cas espagnol, il y a une quatrième raison qui est de caractère géostratégique. C'est que l'Espagne a une dispute de territoire, les enclaves du nord du Maroc, qui vivent, disons, des hauts et des bas. Durant beaucoup de temps, le Maroc ne revendique pas, et à un certain moment, il en fait une raison de la confrontation. Par exemple, en 2002, lorsque le Maroc occupe un petit îlot, il y a une réponse militaire de la part du gouvernement conservateur en Espagne, l'île de Parsil, etc. L'Espagne a beaucoup d'intérêt à que cette question ne soit pas soulevée. C'est une question délicate qui ne fait pas consensus en Espagne, non, parce que c'est une anomalie. C'est pas seulement Ceuta et Melilla. Il faut tenir compte que c'est les deux enclaves habitées de Ceuta et Melilla, mais ce sont aussi des petits postes sur des îlots, non, où il y a des garnisons militaires et qui sont totalement artificielles et qui répondent à une autre époque et qui sont aujourd'hui très difficiles de justifier. C'est-à-dire cet intérêt de ne pas faire de la question territoriale un élément de confrontation est très présent. Donc, ces intérêts durs, économiques, de sécurité, de caractère policier, migration et de caractère géostratégique conditionnent depuis 1976 toute la politique espagnole par rapport au Sahara. Et donc, ce que Francesco Bastagli disait hier, c'est que une des difficultés, on la retrouve ici. C'est-à-dire, l'Espagne ne traite pas la question du Sahara occidental en elle-même, en fonction de principes de droit international humanitaire. Elle est utilisée ou elle est approchée en fonction d'autres intérêts qui ont une primauté et qui conditionnent la politique. Pour terminer. Oui, ça y est, on a 25 minutes, il nous reste, il y en a quelques questions. Pour terminer, je crois que la position de l'Espagne est caractérisée par toute une série d'incohérences que on peut détailler, qui touchent des responsabilités, des questions qui touchent à la citoyenneté des Sahraouis qui ont perdu la nationalité espagnole, qui veulent la récupérer, de comportement à l'Union européenne ou aux Nations unies, de consentement à l'activité de certains acteurs non gouvernementaux comme les entreprises, mais aussi gouvernementaux comme les gouvernements autonomes qui commencent à faire certaines activités dans les territoires occupés, etc. Il y a un vrai problème d'incohérence. C'est-à-dire, l'Espagne s'est trouvée, disons, en plein centre d'une espèce de trappe, non, qui a été créée par les circonstances de la transition, mais aussi par la primauté des intérêts durs qui bloquent et qui l'incapacitent pour avoir une politique différente. Je crois qu'il est nécessaire que l'Espagne, surtout avec ce gouvernement actuel, une fois que l'émergence sanitaire passe et que l'on puisse reprendre un peu la politique normale,
de développer une approche différente, un engagement différent par rapport à la question du Sahara occidental. Et là, je crois qu'il y a au moins 3 phases différentes. La première, c'est que l'Espagne doit arrêter d'avoir un comportement qui aggrave la situation. C'est-à-dire l'application du principe de do not harm, non? Et jusqu'à présent, l'Espagne a contribué à maintes reprises de faire, disons, que la situation soit beaucoup plus complexe. C'est le premier niveau, que ce serait un grand avancement éviter que l'Espagne contribue à l'aggravation de la situation. La deuxième phase, je crois, très nécessaire, c'est que l'Espagne devrait commencer à, disons, à développer une approche cohérente, c'est-à-dire toutes ces contradictions entre son discours et sa pratique, non? Entre ses responsabilités et ce qu'elle fait, etc., cette primauté du réel politique à court terme, non, soit dépassée. Et en troisième lieu, et c'est peut-être un peu utopique, que l'Espagne assume une position beaucoup plus engagée, proactive, au bilatéral, au multilatéral, à l'Union européenne, à différentes échelles avec certains acteurs avec lesquels il pourrait participer. Parce que l'Espagne a un atout, et cet atout, c'est que l'opinion publique est très mobilisée, très engagée, très divisée aussi, hein, par rapport au Sahara occidental, ce qui lui donne une légitimité que peut-être d'autres pays ont plus de difficultés à défendre.